Nous quittons la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles en Belgique, mais nous restons ensemble jusqu'à midi. Vous pouvez revoir cette messe, comme l'émission d'ailleurs, sur notre site internet accessible via lejourduseigneur.france2.fr. La lutte contre la solitude a été retenue comme grande cause nationale cette année et le Jour du Seigneur s'est engagé au sein du collectif suscité par la Société Saint-Vincent de Paul pour lutter contre la solitude, comme en témoignent les clips diffusés sur les écrans au cours de cette émission. Nous n'évoquerons pas ce matin la solitude choisie et nécessaire, mais la solitude subie, celle qui isole et replie sur soi au lieu de rester ouvert sur les autres. Les chiffres sont préoccupants. Selon les études, 10% de la population française souffre réellement de solitude, mais 30% disent en souffrir. Et pas seulement les personnes âgées ou les veufs et veuves à 47%, ou encore les célibataires endurcis ou les personnes séparées, puisque 33% des moins de 25 ans se disent également touchés par la solitude, c'est-à-dire plus que les seniors qui sont 28% à en souffrir. Sans oublier les femmes seules de moins de 50 ans, elles sont 34% à la subir, ni les personnes à revenus modestes à 41%. Pour évoquer ce problème de notre société, ce matin, notre invité est M. Yvon Merlière, directeur du CREDOC. M. Merlière, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le CREDOC d'abord? En fait, c'est un centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Donc en fait, il fait des enquêtes sur l'analyse du comportement des Français en consommation, sur leurs aspirations, mais aussi nous faisons des analyses et nous travaillons sur à la fois des populations en difficulté, donc nous avons un département d'évaluation des politiques sociales, et puis aussi sur toutes les politiques publiques, sur la politique de l'eau, sur la politique culturelle. Voilà, c'est très large en définitive. Avec nous également Karine Poidas, journaliste. Bonjour Karine. Bonjour Philippe. Yvon Merlière, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par solitude? En fait, si vous voulez, la solitude, c'est une non-réponse à ces difficultés. Ce n'est pas être seul, unique chez soi, c'est avoir des problèmes, le chômage, pas de salaire, une maladie, et ne pas se trouver en face de solutions pour soi. Quand vous pensez solitude, vous le pensez au singulier ou au pluriel? Non, bien sûr, vous avez diverses solitudes. La solitude du jeune qui ne retrouve pas d'emploi, la solitude du jeune qui cherche un logement et qui n'a pas de quoi se loger, la solitude des plus de 50 ans, et notamment des plus de 55 ans, qui sont mis au chômage, qui sont licenciés, la solitude de la personne âgée qui ne voit plus d'avenir pour elle. Donc vous avez 10 000 solitudes possibles. Et pourtant, les personnes ne sont pas nécessairement seules chez elles. Et on peut cumuler plusieurs de ces solitudes. Bien sûr. Bien sûr. En préparant cette émission, Yvon Merlière, j'ai retrouvé un article du CREDOC dont l'auteur disait, il y a 15 ans justement, se demandait en fait si la solitude ne deviendrait pas la maladie du prochain siècle. À votre avis, est-ce qu'il avait vu juste? Bien, nous sommes tout à fait dans ce cadre-là. En fait, nous avons fait, dans le cadre d'un de nos baromètres cette année, nous avons posé la question, pour la première fois d'ailleurs, aux gens, et vous citiez effectivement ces aspects, ces pourcentages de solitude. Donc, ce sont des chiffres qui ont été établis au mois de janvier dernier. En fait, 12% des Français souffrent de solitude et 35% souffrent parfois de solitude. Ça veut dire qu'on est quasiment à 50%, 47% des Français qui souffrent un peu ou beaucoup de solitude. Il n'y en avait pas avant de solitude, alors ça veut dire qu'avant elle n'existait pas? Non, mais ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que nous sommes entrés dans une période d'aspiration à l'individualisme, en fait. Ce n'est pas péjoratif. Alors, solitude, donc fléau moderne, mais c'est aussi un fléau vécu la plupart du temps dans la honte par ceux qui en souffrent. Un phénomène qui a été étudié de près par la psychanalyste Marie-France Irigoyen. C'est une enquête de François Leroux. La solitude est une réalité encore peu explorée. Ce n'est pas le cas pour Marie-France Irigoyen, psychanalyste, qui a su écouter la souffrance de ses patients pendant plus de 15 ans. Mobilisée par ces nouvelles solitudes, elle a écrit un livre pour témoigner des ravages de ce fléau moderne. La solitude, ça reste encore quelque chose que l'on vit dans la honte. Beaucoup de personnes ne disent pas qu'elles sont seules, qu'elles ne rencontrent personne, qu'elles vivent seules, mais aussi qu'elles ne parlent à personne, qu'elles n'ont pas de lieu d'échange. En général, c'est caché parce que c'est encore stigmatisant.
À 74 ans, Hélène fait partie des 4 millions de Français qui souffrent de solitude. Divorcée, loin de ses enfants, elle vit au quotidien cette lutte contre l'isolement. Ah, je suis souvent seule. Et j'ai beau avoir certaines activités, et même pendant ces activités-là, je sens que je suis toute seule et c'est pas pareil. Quand je vais louer une place de théâtre, on me dit combien de personnes, et je suis obligée de dire un. Et quand je dis une, ça me fait un petit quelque chose. Hélène vient donc rompre chaque jour cette solitude dans ce café associatif des Petits Frères à Paris. Elle sait que là, les gens ne la jugent pas, elle est même devenue incontournable. Pour preuve, elle est cliente aidante et n'hésite pas à aller vers les autres. Là, c'est pas la solution de parler avec eux, c'est enrichissant. Et on y oublie ses soucis. Ça, c'est très important. Donc, pour moi, c'est très important de venir. La solitude prend aujourd'hui des visages divers, avec l'augmentation des divorces, la mobilité, le vieillissement de la population, mais aussi le durcissement du monde du travail. Notre société a changé. À la fois, le monde du travail produit de la solitude. Les nouvelles méthodes de management amènent de plus en plus d'individualisme, de chacun pour soi. Et du coup, le collègue est vécu comme un rival. Et donc, on n'échange pas, on se méfie. Il y a incontestablement une méfiance généralisée actuellement dans le monde du travail. Des changements profonds qui ont amené la Fondation de France à faire une étude sur les nouveaux visages de la solitude. Une étude qui lui permet de mieux cibler son soutien financier au projet de lutte contre l'isolement. On croit souvent que la solitude est le fait des personnes très âgées. Eh bien, on apprend que 9% des personnes entre 40 et 50 ans sont seules. C'est effrayant. Enfin, et ça on s'en doutait, et on le voit objectivement dans cette étude, on a 4 fois plus de chances d'être seul si on a un revenu mensuel inférieur ou égal à 1 000 € que si on a un revenu mensuel supérieur ou égal à 4 500 €. Donc la pauvreté est une cause objective de solitude. La question reste entière sur la prévention de la solitude. Des hypothèses sont avancées, comme celle de l'éducation des enfants souvent très active. C'est très important qu'un enfant s'ennuie parce que ça va lui permettre de développer ses capacités de création. Et ceux qui n'ont pas appris cela dans l'enfance vont se retrouver démunis. Alors que si on a appris à être seul, on connaîtra sa capacité à faire face, à affronter ces moments difficiles. Si l'éducation peut donner des moyens pour remonter la pente, la presse, quant à elle, peut pallier ces moments de solitude comme un compagnon de route. C'est le cas de Notre Temps, premier mensuel français, qui propose des initiatives pour prévenir de possibles solitudes. Quand on a encore 50-60 ans, qu'on est loin d'être seul, et ça ce sont nos jeunes lecteurs, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire pour prévenir leur propre solitude dans 10, 20, 30 ans. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop peu de cas du voisinage, de la bonne entente avec nos enfants, vaut mieux se retenir de critiquer, il faut saisir les mains qui se tendent, dire oui aux invitations, tout ça est très important. Les retraités restent les personnes les plus touchées en nombre par la solitude. Avec plus de 18 millions de retraités en 2030, la solitude va devenir un des principaux enjeux de société. Yvon Merlière, quand on parle de solitude, on pense d'abord aux personnes âgées, mais en regardant ce sujet, finalement, on se dit que personne n'est à l'abri. Alors, qui cela concerne vraiment, cette solitude, et en quelle proportion, est-ce que vous savez ? En fait, si vous voulez, la première chose, quand on dit solitude, la personne parlait tout à l'heure de honte. En fait, ça veut dire que vous avez des difficultés et en fait, personne ne répond à ces difficultés-là. Vous ne trouvez pas la réponse ou les réponses à faire face pour pallier ces difficultés. Et donc, ça veut dire que la personne ne se sent pas reconnue en tant que telle, d'où le cercle vicieux. Je me sens seul, je ne le dis pas et je m'enfonce dans cette solitude. Je dirais, moi, il y a deux choses qui m'exaspèrent dans la vie, mais d'une façon générale, je dirais que nous vivons dans une société qui exclut d'abord. Ce qui m'exaspère, si vous voulez, c'est d'abord les jeunes de moins 25 ans. On sait que 25% d'entre eux sont au chômage. Donc vous avez des jeunes
qui sont marqués par le dynamisme, qui ont envie de progresser, qui sont prêts à se donner pour eux-mêmes, à se donner au travail, eh bien, on les met de côté. Prenez les plus de 55 ans, seuls 35% des gens sont en emploi. Ça veut dire, c'est pareil, à partir de 50-55 ans, on exclut les gens. Pourquoi sont-ils là alors? Qu'est-ce que c'est que cette société, si vous voulez, qui exclut à la fois les gens les plus dynamiques, les jeunes, et les gens qui savent, les plus de 55 ans? La cause principale, alors pour vous, ça serait quoi? Le chômage de cette c'est les modes de production, c'est quoi? Voilà, c'est l'intérêt, si vous voulez, qu'on oublie par rapport à ce que peuvent apporter ces gens-là aujourd'hui. On ne voit pas l'intérêt Est-ce qu'on ne le voit pas, ou est-ce que le système de production, les systèmes de rentabilité font qu'on recherche des populations qui commencent un peu plus tard avec plus d'expérience, et puis à un moment donné on dit c'est trop lent, ça devient... on jette, quoi. Bien, en fait, je pense qu'on vit sur des modèles, effectivement, des modèles passés. Et des modèles pas adaptés à nos sociétés. Et il faut inventer de nouveaux modèles. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on sent avec les jeunes Espagnols, les indignés. Oui, tout à fait. Qui disent on est là, dans le printemps arabe, les jeunes qui disent on veut du travail, on veut être acteur de la société. Il faut les écouter pour comprendre ce qu'ils veulent. Vous voyez, il y a un point fondamental, par exemple, au niveau économie. Pourtant, les grandes semondes de la gestion... pour des raisons de salaire élevé, donc de charges salariales, excluent les plus de 55 ans parce qu'ils ont des salaires plus élevés. Or, en fait, les plus de 55 ans, ce sont des gens, en général, qui ont des moyens, qui ont un niveau de vie important, justement parce qu'ils ont des salaires élevés. Les enfants sont partis, donc ils achètent quoi? Mais ils achètent des produits de forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des produits produits par nos sociétés occidentales, pas produits en Chine. Eh bien, vous coupez l'élan de consommation de ces gens-là en les mettant au chômage. Et donc, en fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Le CREDOC, c'est un centre d'observation, vous avez dit. Est-ce que c'est aussi un centre de proposition? Quand je vous entends, on aurait envie que le CREDOC fasse des propositions, fasse émerger des nouvelles règles du monde du travail, non? En fait, il fait des propositions par rapport aux contrats qui sont demandés. Par exemple, nous travaillons beaucoup sur les programmes d'insertion, nous travaillons pour les conseils généraux, nous travaillons pour le ministère de la Santé, et on fait des propositions, effectivement. On va revenir à notre sujet sur la solitude. Certainement, il y a des modes de vie, il y a des modes que vous venez d'expliquer, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'éducation, des questions comportementales individuelles? C'est-à-dire, on dit une personne, elle a honte, elle ne va pas oser dire un peu de pudeur, de fierté, peut-être d'orgueil. Je ne vais peut-être pas oser dire je suis en situation délicate et donc je m'isole aussi moi-même. Est-ce qu'on n'est pas un peu responsable aussi d'une part de sa solitude? C'est difficile à dire, parce qu'en fait, si vous voulez, les gens ont quand même une fierté d'une façon générale. Et se dire être seul, ça veut dire que plus personne ne s'intéresse à moi. Donc, au fond, je me renferme sur moi parce que je ne crois plus en moi. L'autre ne croit plus en moi, donc moi, je ne vais plus croire en moi. C'est le cercle vicieux. Il faut sortir de cela. Comment on peut le casser, ça? Eh bien, justement, c'est par de l'accompagnement, par de la médiation. Il faut aller vers ces gens-là pour leur expliquer, non, vous êtes une personne, vous existez, vous avez ou pas un peu de famille, peu importe, mais vous existez en tant que tel, donc vous avez des connaissances, vous pouvez apporter quelque chose. Et donc il faut trouver... Relancer la machine. Relancer la machine, tout à fait. Aller chercher la personne. Redonner confiance aux gens. Alors, est-ce que c'est un phénomène, la solitude, un phénomène uniquement qui existe dans nos sociétés occidentales ou ailleurs dans le monde? Mais en fait, dans nos sociétés occidentales, ça s'est accru, si vous voulez, par les types de comportement. Au fond, nous avions auparavant, dans nos sociétés traditionnelles, et que vous avez dans les sociétés traditionnelles en particulier, le support des structures collectives. Les religions, les partis politiques, les syndicats, les écoles, la famille était là pour soutenir. Or, en fait, l'orientation des gens aujourd'hui, c'est justement refuser ce cadre-là,
non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'elles veulent vivre par elles-mêmes, elles veulent vivre dans l'individualisme et dans, je dirais, dans le respect et dans l'indépendance totale. Et donc, ce sont nos sociétés occidentales, en tout cas les aspirations des Occidentaux, qui entraînent justement cette volonté ou ce constat de solitude, en fait. Alors, on en parlait tout à l'heure par rapport aux associations qui tendent la main aux personnes isolées. Donc, il y en a beaucoup qui s'engagent aujourd'hui contre la solitude en redonnant au mot fraternité tout son sens. Elles mènent sur le terrain des actions toutes simples, mais très concrètes. Un exemple parmi d'autres vécu à Lille, à l'accueil de jour Frédéric Ozanam. C'est un reportage de Sophie Tesson. C'est le mardi 9h30 et le vendredi 9h30. Depuis 10 ans, l'accueil de jour Frédéric Ozanam reçoit environ 300 personnes par semaine. Ce sont des femmes seules avec des enfants, des familles et des sans-abri. Je suis dans la rue, je dors sur un escalier qui s'appelle le Zénith. Et voilà. Je suis tout le temps tout seul. Parce que je n'ai marre de dormir dehors. Et je viens 3 fois par semaine ici. Cette souffrance de la solitude, les bénévoles de l'accueil Frédéric Ozanam y sont souvent confrontés. Et c'est même devenu une des premières préoccupations de l'équipe. Il existe énormément de types de solitude et dans tous les milieux. Et bon, nous, on s'intéresse plus à la solitude dans la misère, entre guillemets. Hein. Donc, et on essaie à la fois de soulager la misère et de vaincre un peu cette solitude par les contacts que nous pouvons avoir. Donc on accompagne les gens dans leurs démarches administratives, on leur apporte un soutien, enfin un dépannage alimentaire, un dépannage vestimentaire. On essaie de les accompagner dans leurs problèmes et dans certains cas de diminuer leur sentiment de solitude, qui est accompagné moins seul. Tiens Christine. Christine vient tous les jeudis matins. Bonjour. Ça va ? La vie de cette femme a basculé il y a 10 ans avec la perte de son emploi. Dès lors, ce fut une dégringolade vers la misère et une profonde solitude. Il y a 2 ans, elle pousse la porte du centre et rencontre l'autre Christine, bénévole qui anime un atelier de relaxation. Donc je suis arrivée là dans ce couloir, j'ai vu Christine arriver en face de moi, toute simple, avec son grand sourire, qui est arrivée sans aucun jugement, son regard était d'un être humain à un être humain. Et non pas de « je suis » à « tu n'es plus rien ». Elle ne regardait pas une poubelle en face d'elle. Puis elle m'a dit bonjour, elle m'a dit « je suis Christine ». Et je l'ai regardée et je lui ai répondu « bonjour Christine, Christine ». Et là on a éclaté de rire. Souvent, les personnes qui viennent ici, qui viennent prendre une douche et tout ça, ils vivent dans des conditions très difficiles. Ils n'ont pas l'habitude, en général, d'avoir un toucher délicat et respectueux, quoi. Donc ici, c'est un lieu où je peux a priori leur apporter un petit peu ce lien, cette communication par le toucher. Et en général, ça amène à une communication verbale plus facile. Et pour Christine, cette séance n'est pas qu'une simple parenthèse de bien-être, car pour une personne plongée dans la solitude, cela a un sens beaucoup plus profond. Plus personne ne vous dit bonjour, plus personne ne vous touche. Il n'y a plus personne qui vous prend dans ses bras, il n'y a plus personne qui vous fait la bise, il n'y a plus personne qui vous parle. Il n'y a plus rien. Mais comme il n'y a plus rien, on perd l'image de soi. Grâce à Christine, ça a été la reconstruction de son image. Redécouvrir que l'on a un corps, parce que ce corps, je l'avais totalement perdu avec tout ce qui s'était passé. Et je ne vois pas comment on peut créer des liens sociaux, amicaux, professionnels si on a perdu l'image de soi, si on a perdu le contact avec son corps. Yvon Merlière, comment réagissez-vous à ce sujet ? Oui, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des solutions possibles. Hein. Mais vous voyez, les solutions possibles, elles sont proches des gens, d'être très proches des gens, être à leur écoute. Ce ne sont pas des lois, des règlements, des institutions qui peuvent apporter la solution, mais ce sont des choses très simples, d'être à l'écoute. Des initiatives. On disait tout à l'heure, aller chercher les gens. Là, c'est une personne qui a poussé la porte. Comment on reconnaît une personne en solitude? À quel signe?
Bien, écoutez, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui elle est, quelqu'un qui ne sait pas où elle va, et quelqu'un qui ne sait pas trouver les solutions, et qui ne parle pas en définitive. Est-ce que les programmes télé ont un rôle à jouer? Parce qu'on n'en a pas vu dans le sujet, mais beaucoup de personnes seules regardent la télévision. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, parce qu'en fait, vous voyez, tous les dispositifs existent pour aider les démunis, les personnes en difficulté. Mais en fait, ces dispositifs sont compliqués. Je dirais même, on a un millefeuille de dispositifs au total. Mais ça se traduit par une institution, un lieu, des horaires, des règlements, des droits. Il faut apporter des documents. Les gens qui sont dans l'attente, qui ne savent plus où elles sont incapables, sont adaptés, ne vont pas. Et la télévision a un rôle pédagogique pour indiquer justement ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez, où vous pouvez aller. C'est ça qui est important. Donc la télévision peut apporter les solutions, en tout cas plutôt indiquer là où sont les solutions. Alors, pour parler de nous, quand même, un petit peu, le Jour du Seigneur, depuis 62 ans, accompagne les téléspectateurs le dimanche matin pour leur permettre, quand ils sont isolés et seuls, justement, de rejoindre une communauté pour célébrer et pour retrouver le dynamisme de la foi. Toutes ces émissions religieuses, dans quelle catégorie le Crédoc les range-t-il? Justement, c'est dans l'apport aux gens. Vous savez, ça me fait penser. Moi, j'ai habité dans un petit village de campagne quand j'étais enfant, et donc on voyait l'importance et le rôle du prêtre dans la commune auprès des personnes en difficulté, mais aussi auprès des jeunes. Il y avait le patronage, il y avait un encadrement total des gens, et on voit l'apport justement de l'écoute et de la mobilisation qu'il y avait à ce niveau-là. Et donc le Jour du Seigneur participe justement à cette mobilisation pour montrer les endroits où on peut accueillir et on peut écouter ces personnes-là. Justement, l'Église a-t-elle aujourd'hui un rôle à jouer justement pour briser cette solitude? Plus que jamais. Et comment? Bien, en fait, c'est juste en accueillant à la fois en accueillant les jeunes, mais aussi les personnes âgées. Vous avez en plus la chance d'être présent partout, dans tous les villages, dans même les lieux les plus reculés. Il y a de moins en moins de prêtres pour occuper chaque presbytère. Mais vous avez des volontaires ou des gens qui se substituent aux prêtres. Donc, et c'est sur ce réseau-là qu'il faut... communauté ecclésiale en tout cas. Tout à fait. C'est sur ce réseau-là qu'il faut s'appuyer. Est-ce que, selon vous, les personnes qui ont une vie spirituelle, qui prient, pour parler simplement, se sentent moins seules ou c'est comme les autres? Vraisemblablement. Non, je pense que c'est plus positif parce qu'en fait, dans le développement spirituel, vous existez justement. Vous avez un échange avec quelqu'un et c'est justement, vous ne vous sentez pas seul. Nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que nous avons en nous une présence divine. J'ai quelque part du sacré, si vous voulez, donc je suis reconnu. Et si aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on considérait justement la présence divine en l'autre, qu'une personne, c'est d'abord du sacré, on aurait peut-être une autre appréhension des gens et des voisins, et des gens différents surtout. De plus en plus d'associations, j'ai vu ça en préparant cette émission, proposent à des personnes isolées et fragilisées de vivre ensemble, une certaine forme de vie communautaire, par exemple des maisons qui accueillent personnes handicapées, personnes valides, ou alors des familles avec des personnes fragiles. Est-ce que c'est une vraie tendance de société ou ce sont des petites gouttes d'eau? Aujourd'hui, ce sont des petites gouttes d'eau, mais effectivement, c'est sûrement la solution pour demain. En tous les cas, je crois que le gros point qui est important et sur lequel nous avons malheureusement échoué depuis pas mal de temps, c'est de créer des ghettos, c'est de créer des barrières entre les communautés et entre les gens. Regardez nos banlieues, comment elles sont aujourd'hui. C'est un ensemble de ghettos, parce qu'on n'a pas voulu mélanger les populations. Ce mélange de population est indispensable si on veut œuvrer et si on veut améliorer les relations entre les personnes. Alors Yvon Merlier, juste avant de terminer cette émission, parce qu'on arrive à la fin, 3 questions rapides qui appellent 3 courtes réponses de votre part. Bien. La solitude, vous la recherchez ou vous la fuyez? Non, moi je la recherche, mais c'est pas un handicap pour moi, parce que vous payez ce luxe-là? Je me paye ce luxe-là pour lire surtout. C'est important pour moi.
Est-ce que vous donnez du temps dans une œuvre ou une association pour aider les personnes seules? Malheureusement, non. J'ai un emploi du temps, mais remarquez, on pourrait trouver, mais je ne suis pas rentré encore dans cet aspect-là. Avant de partir en vacances, quel geste ferez-vous pour ceux qui vont rester seuls? Eh bien, le point essentiel, alors j'ai la chance d'avoir encore mes parents, mes beaux-parents, mes parents qui sont un peu loin, et mon premier effet, c'est justement de vérifier qu'ils vont bien et qu'on ne les oublie pas. Merci. Pour en savoir plus sur le collectif et les associations qui se mobilisent toute l'année contre la solitude, eh bien, connectez-vous sur notre site internet. En copiant le Lève-toi et marche de Jésus aux paralytiques, Franck Andria nous invite à de saines occupations aussi bien bucoliques que spirituelles pour bien profiter du temps des vacances. Et pas seulement pour ceux qui auront la chance d'y partir. Un livre que nous présente Michel Cole. Voici l'été, les vacances, le temps béni pour se délasser, se distraire, recharger ses batteries de soleil et de grand air. C'est aussi le temps opportun pour ouvrir un bon livre et cheminer avec lui, comme avec un ami, et n'être plus seul. En voici un à emporter absolument dans vos bagages. Son auteur, Franck Andria, nous convie à nous convertir à la contemplation agissante, à l'émerveillement des êtres et des choses qui nous entourent. C'est vrai, hommes et femmes pressés, nous le sommes à longueur d'année. Eh bien, ce petit livre nous dit « Stop ! Profitez de vos vacances pour déposer les armes de l'activité et offrir aux autres un cœur d'éponge. Car le secret de la joie, la vraie, il est dans notre aptitude à habiter nos solitudes et à devenir un lieu d'accueil de l'autre. La prière, la marche, la musique peuvent nous y aider, indique Franck Andria. Avec ce livre, je vous garantis de passer des moments précieux de lecture et de joie intérieure. Reçoit et marche par Franck Andria chez DDB. À lire également La solitude, l'inacceptable indifférence de Bruno Dardelais aux éditions CLD. C'est la fin de cette émission que vous pouvez revoir sur notre site internet accessible via lejourduseigneur.france2.fr. Pour tout savoir sur les émissions à venir, demandez-nous le programme. À partir de dimanche prochain, nos programmes seront au régime d'été. Invitation au voyage, découverte du patrimoine et des lieux spirituels qui disent la foi, présenté en juillet par Benoît Vandeput, et je vous retrouverai en août. Des documentaires vous seront présentés après la messe. Notre tour de France commencera par Brioude, où sera célébrée la messe, suivie du documentaire La Diva des quartiers. Merci Yvon Merlier d'avoir été notre invité, et puis nous avoir aidé à remettre un peu de l'humain dans tout ça, autour de ces questions de solitude. Merci Karine. Merci Philippe. Bonnes vacances. À vous aussi. Merci à toute l'équipe du Jour du Seigneur qui a préparé avec moi cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous donc dimanche prochain à Brioude à partir de 10h30. D'ici là, passez une très belle journée, une bonne semaine et de bonnes vacances pour ceux qui partent. Quant à nous, nous restons à vos côtés tout au long de l'été.